Marielle, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en orientation au sein du réseau tonavenir.net. Vous avez un cabinet, vous exercez à Metz. Oui, en Lorraine. Et vous souhaitiez nous parler des métiers paramédicaux peu connus. Alors vous en avez retenu une dizaine, est-ce que vous pouvez déjà nous les citer? Alors effectivement, c'est vrai qu'on a toujours tendance à parler des métiers paramédicaux qui sont assez connus, et on oublie de parler de ceux qui ne le sont pas. Donc j'avais envie de parler de ces métiers-là. Donc effectivement, j'ai pensé par exemple à la chiropraxie, donc chiropracteur. J'ai pensé à orthoprothésiste, oculariste et épithésiste, qui sont des métiers qui sont proches de l'orthoprothèse, c'est tout ce qui concerne les yeux et le nez. D'accord. Psychomotricien, ça reste connu, mais il y a encore des gens qui ne connaissent pas. Je pensais aussi à socio-esthéticienne. Très intéressant ça. Oui, c'est très intéressant. Ça, c'est pas connu du tout pour le coup. Non. Posturologue aussi, kinésiologue. Quoi d'autre encore? Je crois qu'on a fait le tour. Pourquoi vous êtes arrêté sur ces 10 métiers-là? Ce sont des métiers qui vont plutôt recruter dans les années à venir ou parce oui, que... c'est des métiers qui sont, pour certains en tout cas, pour les trois dont on va parler, où on va un petit peu préciser les choses, sont des métiers qui sont en plein essor. Alors chiropracteur par exemple? Alors par exemple le chiropracteur, qui est aussi appelé chiropraticien ou expert de la colonne, c'est quelqu'un qui va agir sur tous les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire qu'il va poser des diagnostics, il va faire des traitements par des actes d'ajustement en chiropraxie. Et donc ça nécessite de poser des diagnostics. Alors c'est la seule profession paramédicale qui est en mesure d'agir par lui-même, sans prescription médicamenteuse par exemple, sans chirurgie, donc c'est quand même pas rien. D'ailleurs, je pense que ça demande des études assez longues. Oui, alors c'est un cursus de 6 ans. Depuis cette année, en septembre, c'est passé à 5 ans. Alors c'est un peu compliqué parce que les jeunes doivent faire du coup 2 années en une, donc c'est pas facile parce que c'est un cursus qui est... Ça doit être intense. Très intense et presque aussi dur que le cursus de médecine, en tout cas la première année. C'est un diplôme, ce qui est intéressant, c'est que c'est un diplôme qui est européen, mais international depuis septembre. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule école en France. Par contre, les jeunes peuvent après exercer partout à au niveau... Voilà. D'accord. C'est une profession en fait qui est très développée partout dans le monde, dans les pays anglo-saxons, en Espagne. Oui, je crois que c'est arrivé un peu plus tard chez nous. C'est arrivé un peu plus tard chez nous. Pourtant, les premiers chiropracteurs exercent en France depuis assez longtemps, mais il y en a très peu, il y en a que 700. Par exemple, contrairement à des ostéopathes où il y en a 200 000. Voilà, c'est assez différent. Vous vouliez nous parler aussi de l'orthoprothésiste? Alors, l'orthoprothésiste, c'est quelqu'un qui va confectionner des prothèses thermoformées, c'est-à-dire adaptées au corps de la personne en fonction de sa pathologie. Alors, ça peut être un handicap, un corset dorsal, une orthèse qui doit être bien spécifique, etc. Ça peut être pour des gens aussi qui ont été amputés, voilà, par exemple. C'est ce que j'allais vous dire. Donc, alors, voilà, c'est ça. Donc, c'est intéressant parce que c'est un métier aussi qui est en plein essor. Voilà, donc on les appelle les orthoprothésistes, les podo-orthésistes pour tout ce qui concerne les prothèses de pied. Les pieds directement. Ou alors les orthésistes prothésistes. Et on exerce comment ce métier et où surtout? Alors où donc dans des centres qui sont, le plus connu est Protéor par exemple, il y en a partout en France. Donc les élèves doivent faire un BTS, au départ, pour être suffisamment diplômés et pour pouvoir à la fois concevoir la prothèse et faire un suivi du patient, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin de sa pathologie ou de sa maladie, ça dépend vraiment. On peut passer soit par un CAP et un bac pro, et là on ne fait que réaliser la prothèse, on ne suit pas le patient. Et si vraiment le côté technique. Voilà, le côté technique, je fabrique, voilà. Et par contre, en faisant le BTS, qui est un BTS en 3 ans, contrairement aux autres BTS. Ah d'accord, c'est une exception. Voilà, c'est une exception. On fabrique la prothèse et on fait les ajustements tout au long de la... On fait le suivi avec le patient. Le suivi du patient, voilà. Et ça, c'est très recherché. On va finir sur socio-esthéticienne, que moi-même je ne connais pas. Quel est ce métier? Socio-esthéticienne, c'est la pratique, c'est la socio-esthétique qui donc en fait permet aux esthéticiennes d'exercer leur métier autrement. C'est-à-dire en prenant en charge une population fragilisée, soit c'est des patients qui sont atteints de maladies incurables, soit des gens souffrant d'un handicap temporaire ou permanent. Et qui ont besoin de retrouver leur corps, quoi. Voilà. De se réconcilier avec leur corps. Mais du coup, c'est une profession qui s'exerce dans un hôpital? Oui, essentiellement. La plupart du temps dans un hôpital, ou dans des centres de rééducation, ou dans des postes-cures aussi. Des postes-cures pour tout ce qui est addiction, on a recours aux socio-esthéticiennes. Qu'elle est censée apporter aux patients? Alors, elle est censée apporter une remise en confiance déjà.
hein, parce que c'est souvent des gens qui sont très fragilisés, Évidemment. qui n'ont plus, qui n'ont plus confiance en eux du tout, qui portent plus d'intérêt pour la vie, enfin, etc. Et du coup, les soins d'esthétique sont prodigués sur le visage, sur les pieds, sur les mains et puis sur le corps en général. La socio-esthéticienne a le droit de pratiquer des massages et des choses comme ça. Mais est-ce que c'est le même cursus que pour devenir esthéticienne dans un cabinet d'esthétique privé, départ, etc. oui. Ou il y a une spécialité quand même? Il y a une spécialité, voilà. C'est-à-dire qu'au départ, elles suivent une formation d'esthétique dans des écoles privées, assez coûteuses d'ailleurs, souvent, tout ce qui est esthétique. Et puis après, elles font un diplôme universitaire. D'accord. Alors, qui est obligatoire, sinon elles ne peuvent pas exercer ce métier. Oui, tout à fait. Alors soit c'est au sein, Pierre et Marie Curie par exemple, ils font ça sur Paris 6, à l'université, ou alors il y a carrément des CHR qui proposent ça. Voilà, je sais qu'à Angers ils font ça, ou à Tours. C'est une formation qui est dispensée au sein de l'hôpital, quoi, et qui donne un titre, un diplôme reconnu. Oui, sinon on ne peut pas exercer si on ne l'a pas. On ne peut pas exercer. Donc en fait, ce qu'on voit un petit peu avec ce que vous nous dites, c'est que en fait, il faut parfois chercher un peu plus, s'informer un peu plus en profondeur, parce qu'on peut être intéressé par un type de métier qui va s'exercer différemment, voilà, c'est ça, avec l'évolution des choses. Oui, puis c'est des métiers dont on n'entend pas trop parler, quoi. Que ce soit la chiropraxie, oui, enfin tous ceux qu'on a cités, on n'a pas trop l'habitude, quoi. Et nous, notre rôle en tant que conseiller, c'est vraiment d'ouvrir à ça, c'est-à-dire faire découvrir des nouveaux horizons à des élèves, des nouveaux métiers dont ils n'ont pas entendu parler. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, nous, à Studirama. Bien s'orienter, c'est avant tout bien s'informer. Tout à fait. En tout cas, merci Marielle pour votre intervention. Merci à vous.